Toute son identité était un mensonge. Et l'ADN a finalement révélé la vérité choquante. Imaginez grandir dans un manoir imposant, entouré de luxe et de privilèges, étant appelée « fille » par des personnes que vous deviez aimer inconditionnellement. Imaginez maintenant découvrir que rien de tout cela n'était réel, que chaque étreinte, chaque mot d'affection, chaque moment en famille était bâti sur des fondations de secrets. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a eu le courage de remettre en question tout ce qu'elle connaissait. Et ce qu'elle a découvert l'a fait pleurer. Elle s'appelait Hélène. 23 ans, diplômée en relations internationales de la meilleure université privée du pays, vivant dans une résidence exclusive où chaque maison valait plusieurs millions d'euros. Son père, Armand Marchand, était propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du groupe. Sa mère, Béatrice, présidait 3 fondations caritatives et apparaissait régulièrement dans les rubriques mondaines. Son frère aîné, Raphaël, reprenait les affaires familiales, suivant les traces de son père avec une précision chirurgicale. Et puis il y avait Hélène. De l'extérieur, elle était la fille parfaite. Robe de créateur au dîner de gala. Sourire impeccable sur les photos de famille qui décoraient les murs de marbre du salon. Posture élégante lors des événements caritatifs où sa mère la présentait comme « ma plus jeune fille, ma fierté ». Mais à l'intérieur, Hélène portait un sentiment qu'elle ne parvenait jamais à nommer complètement. Une sensation de décalage. Comme si elle était une actrice jouant un rôle qui n'avait pas été écrit pour elle. Les premiers signes avaient toujours été là. De petits détails qu'un enfant ne questionne pas, mais qu'une adulte ne peut plus ignorer. Ses yeux, par exemple. Vert clair, presque transparent sous la lumière du soleil. Tout le monde dans la famille Marchand avait des yeux marrons profonds. Son père avait l'habitude de plaisanter quand elle était petite. Ses yeux. Tu les as hérités de ton arrière-grand-mère, petite. Une Italienne aux yeux verts que personne n'a plus jamais revue. Hélène avait toujours accepté cette explication, jusqu'à ce qu'elle commence à prêter attention aux albums de famille. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il n'y avait aucune arrière-grand-mère italienne aux yeux verts nulle part. La taille avait aussi toujours été un point de tension silencieux. Hélène mesurait 1,58 m. Petite, délicate, souvent perdue sur les photos de famille où son père dépassait 1,85 m, sa mère mesurait 1,70 m, et Raphaël ressemblait à une tour d'1,90 m. Tu tiens du côté petit de la famille, disait sa mère en riant, sans jamais préciser de quel côté il s'agissait. Et puis il y avait les centres d'intérêt. Les passions qui la faisaient se sentir vivante, mais qui semblaient absolument étrangères au reste de la famille. Elle aimait l'art. Elle passait des heures dans les galeries, perdue devant des tableaux abstraits, ressentant des émotions qu'elle ne parvenait pas à traduire en mots. Son père trouvait cela une phase. Sa mère le tolérait, à condition qu'Hélène assiste toujours aux événements sociaux importants. Raphaël ne dissimulait même pas son désintérêt, changeant de sujet chaque fois qu'elle mentionnait une exposition. La famille Marchand respirait les affaires. Contrats, investissements, expansion. Les conversations lors du dîner tournaient autour d'acquisitions de terrains, de marchés remportés, de partenariats stratégiques. Hélène essayait de participer, elle essayait vraiment. Mais c'était comme si elle écoutait une langue étrangère. Les mots avaient un sens individuellement, mais ensemble, ils ne formaient rien qui résonnait en elle. « Tu es tellement différente de nous, Hélène. » Sa mère l'a dit un jour, presque sans réfléchir, en débarrassant la table après un dîner particulièrement tendu. Hélène avait mentionné qu'elle envisageait de suivre un cours d'histoire de l'art à Florence. Le commentaire était empreint de quelque chose qu'Hélène n'avait pas réussi à identifier à l'époque. Résignation? Frustration? Ou quelque chose de plus profond? Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Hélène a ri, essayant d'apaiser le moment. « Vous avez de la chance de me supporter, alors. » Mais la phrase continuait de résonner. « Tu es tellement différente de nous. » Comme si Hélène était une anomalie. Un élément qui ne s'intégrait pas dans l'équation parfaite de la famille Marchand. Elle a commencé à prêter plus attention après cela. Elle a commencé à remarquer comment les gens commentaient son « apparence unique » lors des événements sociaux, toujours avec ce ton poli qui cachait la curiosité. Elle a commencé à percevoir comment sa mère détournait le regard quand quelqu'un remarquait qu'Hélène ne lui ressemblait pas du tout. Elle a commencé à se souvenir de petits moments d'enfance qui, à l'époque, semblaient insignifiants, mais qui prenaient maintenant un poids différent. Comme cette fois, à 7 ans, quand elle a trouvé son acte de naissance dans un tiroir.
Elle ne savait pas encore bien lire, mais elle se souvenait avoir demandé à sa mère pourquoi le papier semblait si neuf si elle avait déjà 7 ans. « Nous avons dû demander un duplicata, ma chérie. L'original a été perdu lors du déménagement », expliqua sa mère en souriant, avant de ranger rapidement le document. Ou cet après-midi-là, à 12 ans, quand une tante éloignée a rendu visite à la famille et a regardé Hélène trop longtemps, avec une expression mêlant surprise et quelque chose approchant la tristesse. « Elle a tellement grandi », murmura la tante à Béatrice. « Tu dois être très fière. » La pause avant « fière » était étrange. Béatrice a mis fin à la visite plus tôt que prévu. Hélène avait 23 ans maintenant. Et pour la première fois de sa vie, elle a permis à la question qui chuchotait toujours au fond de son esprit de prendre une voix forte, même si ce n'était que dans sa propre chambre, à 3 heures du matin, quand le silence du manoir était absolu. « Suis-je vraiment leur fille ?» La question la terrorisait, parce que poser cette question signifiait tout remettre en question. Cela signifiait que peut-être les 23 dernières années avaient été construites sur quelque chose de fragile, quelque chose qui pourrait s'effondrer si elle tirait la mauvaise ficelle. Mais la question la libérait aussi, parce que pour la première fois, cette sensation de décalage trouvait un nom possible. Une explication qui, aussi effrayante soit-elle, avait plus de sens que toutes les justifications vagues qu'elle avait reçues tout au long de sa vie. C'est un mardi ordinaire que tout a commencé à changer. Hélène était dans le bureau de son père, cherchant un livre qu'elle lui avait prêté des semaines auparavant. Armand était en voyage d'affaires, et elle profita de son absence pour fouiller les étagères, sans être interrogée sur pourquoi elle avait besoin de plus un livre quand elle a une bibliothèque entière à la maison. Elle trouva le livre. Mais elle trouva aussi quelque chose d'autre. Un vieil album, caché derrière une rangée d'encyclopédies qui n'avait clairement jamais été ouverte. La couverture était délavée, et les bords des photos à l'intérieur étaient jaunis par le temps. Hélène reconnut immédiatement ses parents, beaucoup plus jeunes, peut-être dans la vingtaine, et puis elle vit une photo qui la fit s'arrêter de respirer. Sa mère, Béatrice, visiblement enceinte, à une fête prénatale. L'environnement était luxueux, décoré avec raffinement, clairement un événement coûteux. Amis et famille entouraient Béatrice, qui souriait avec une main sur son ventre proéminent. Hélène retourna la photo. Au dos, quelqu'un avait écrit au stylo bleu « Fête prénatale de Raphaël, novembre 1997 ». Raphaël était né en janvier 1998. Hélène tourna d'autres pages, les mains commençant à trembler. Plus de photos de Béatrice enceinte. Des photos à l'hôpital avec Raphaël nouveau-né. Des photos des premiers mois du bébé. Et puis, rien. Aucune photo de Béatrice enceinte à nouveau. Aucune fête prénatale pour un deuxième enfant. Aucune image d'hôpital. Aucun enregistrement de ventre grossissant, aucune célébration avant la naissance d'Hélène. Ces photos commençaient simplement quand elle avait déjà quelques mois. Elle était déjà là, à la maison, faisant déjà partie de la famille. Comme si elle était apparue, comme si elle avait toujours existé, sans origine, sans début documenté. Hélène ferma l'album lentement, le remit exactement à l'endroit où elle l'avait trouvé, et sortit du bureau avec des jambes qui la soutenaient à peine. Elle passa toute la nuit éveillée, allongée dans son lit, regardant le haut plafond de sa chambre spacieuse, sentant que les murs se refermaient sur elle. Il y avait une explication. Il devait y en avoir une. Peut-être que sa mère n'aimait simplement pas les photos pendant sa deuxième grossesse. Peut-être que les enregistrements étaient ailleurs. Peut-être. Mais Hélène ne croyait plus au peut-être. Pas après 23 ans de petit peut-être, qui ne se transformait jamais en vraie réponse. Le lendemain matin, elle descendit prendre le petit déjeuner, déterminée à poser directement la question. Mais quand elle arriva dans la salle à manger et vit sa mère lisant le journal avec cette tranquillité aristocratique qui l'avait toujours caractérisée, quand elle vit son père discutant des actions avec Raphaël comme si c'était un jour normal, les mots moururent dans sa gorge, parce que poser la question signifiait tout rompre. Et Hélène n'était pas encore prête pour ça. Alors elle sourit, se servit du café, et fit semblant que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. Les semaines suivantes, Hélène devint une enquêtrice dans sa propre maison. Elle fouillait des documents quand elle était seule. Elle prêtait une attention redoublée aux conversations de famille. Elle commença à poser des questions subtiles, déguisées en curiosité innocente. « Maman, tu as des photos de toi enceinte de moi ? J'aimerais voir à quoi je ressemblais dans ton ventre. » Béatrice leva à peine les yeux de son magazine de décoration. « Oh, ma chérie,
J'avais tellement de nausées à cette époque que j'évitais les appareils photo. Tu sais comment c'est. Hélène ne savait pas, parce qu'elle n'avait jamais vu aucune preuve de cette nausée. Elle n'avait jamais entendu cette histoire être racontée lors des réunions de famille. Un jour, pendant un déjeuner dominical, elle tenta une autre approche. « Papa, dans quel hôpital je suis né ? Je pensais faire du bénévolat et je voulais choisir un endroit qui signifie quelque chose pour moi. » Armand échangea un regard rapide avec Béatrice, si rapide qu'Hélène faillit le manquer. « Hôpital de la Sainte-Croix, » dit-il, reprenant la découpe de son steak. « Excellente institution. Mais si tu veux du bénévolat, nous avons de meilleurs contacts. Je peux passer quelques coups de fil. » Il changea immédiatement de sujet, et Raphaël entra dans la conversation, et le moment passa. Mais Hélène vit. Elle vit l'hésitation. Elle vit le regard échangé. Elle vit la hâte de détourner l'attention. Et puis vint la conversation qui changea tout. C'était un vendredi soir. La famille recevait des invités pour le dîner. Hélène aurait dû être là, jouant son rôle de fille exemplaire. Mais elle avait oublié son téléphone portable dans sa chambre et y était retournée pour le chercher. En passant par le couloir, elle entendit des voix venant de la chambre de ses parents. La porte était entr'ouverte. Elle n'avait pas l'intention d'écouter. Mais alors, elle entendit son nom. « Hélène a 23 ans, Béatrice. Tu ne penses pas qu'il est temps de lui dire la vérité ?» C'était la voix de son père, basse, fatiguée. Hélène se figea. « Dire quoi, Armand ? Qu'elle n'est pas venue de moi ? Que 23 ans auparavant nous avons fait un choix et maintenant elle est sa notre fille ? Tu veux détruire cette famille ?» La voix de Béatrice tremblait. Hélène n'avait jamais entendu sa mère ainsi, désespérée, effrayée. « Je ne veux rien détruire, mais elle mérite de savoir, et chaque jour qui passe, cela devient plus difficile. Tu as vu comment elle pose des questions, elle se méfie. Elle ne sait rien, et si nous continuons comme toujours, elle ne saura jamais. Béatrice. » Cette conversation est terminée, Armand. Nous avons des invités qui attendent. Hélène entendit des pas s'approcher de la porte et s'éloigna rapidement, descendant les escaliers comme si elle venait de rentrer à l'instant. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde au dîner pourrait l'entendre. « Elle ne vient pas de moi. » Les mots résonnaient, implacables. « Elle ne vient pas de moi. » Hélène passa tout le dîner à sourire, à converser, à faire semblant d'être la fille parfaite qu'elle avait toujours été. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental s'était brisé. Ce n'était plus un soupçon. Ce n'était plus un « peut-être », c'était la vérité. Elle n'était pas leur fille biologique, et ils n'avaient jamais eu l'intention de le lui dire. Cette nuit-là, après le départ des invités, après que le manoir fut plongé dans le silence, Hélène s'enferma dans sa chambre et laissa la réalité la frapper de plein fouet. Elle pleura. Pleura pour la fillette qui avait grandi avec le sentiment que quelque chose n'allait pas. Pleura pour les années passées à essayer de s'intégrer dans une famille qui ne serait jamais vraiment la sienne. Pleura pour la trahison de 23 ans de mensonges soigneusement construits. Mais elle ressentit aussi quelque chose de plus. Quelque chose d'inattendu. Un soulagement. Parce qu'enfin, après toute une vie, ce sentiment de décalage prenait tout son sens. Elle n'était pas folle. Elle n'était pas inadaptée. Elle n'était pas une marchande défectueuse. Elle n'avait tout simplement jamais été une marchande pour commencer. Et maintenant, elle devait découvrir qui elle était vraiment. Hélène essuya ses larmes, prit son ordinateur portable et tapa d'une main ferme. Test ADN à domicile. Comment faire ? La recherche renvoya des centaines de résultats. Des entreprises fiables, discrètes, qui envoyèrent des kits à domicile. Tout ce dont elle avait besoin était un échantillon de salive. Le sien, et celui de quelqu'un qui prétendait être son père. 3 jours plus tard, le kit arriva. Petit, discret, dans une boîte blanche sans identification externe. Hélène tint la boîte dans ses mains, sentant le poids de ce qu'elle était sur le point de faire. Car faire ce test signifiait aller au-delà des soupçons. Cela signifiait transformer une vérité chuchotée dans un couloir en une preuve concrète, irréfutable. Cela signifiait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle ouvrit la boîte. Sophie referma la porte de la chambre d'un clic doux, mais le son résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Son cœur battait fort tandis qu'elle regardait autour de l'espace qui avait été son refuge toute sa vie. Désormais, ces murs familiers semblaient garder des secrets qu'elle était sur le point de découvrir. Elle s'assit sur le lit, respirant profondément pour calmer ses nerfs. La conversation qu'elle avait entendue continuait de résonner dans ses oreilles. Elle ne doit jamais savoir. Les mots de sa mère étaient comme une sentence, et Sarah savait qu'elle ne pouvait plus ignorer le sentiment qui la poursuivait depuis des années.
Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'avait toujours pas été. Ses yeux se tournèrent vers l'étagère où elle gardait les albums de famille. Ces gros livres aux couvertures de cuir qui documentaient chaque anniversaire, chaque Noël, chaque moment important. Elle les avait feuilletés des centaines de fois, souriant à ses photos d'enfants. Mais maintenant, pour la première fois, elle allait les regarder avec des yeux différents. Les mains tremblant légèrement, Sophie prit le premier album et l'ouvrit sur ses genoux. La première photo était d'elle à 3 ans, tenant un ballon rouge. Elle étudia chaque détail de son propre visage. Les yeux marron foncé, le nez légèrement retroussé, les lèvres fines. Puis elle tourna la page et trouva une photo de ses parents au même événement. Le père avait les yeux bleu clair et un nez proéminent. La mère avait les yeux verts et des lèvres plus pulpeuses. Sarah fronça les sourcils. Bien sûr, les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents, pensa-t-elle. Mais quelque chose à ce moment-là la poussa à continuer de chercher. Page après page, elle compara. À 5 ans aux côtés de son père. À 7 ans avec sa mère. À 10 ans avec les deux. Sur chaque photo, la différence semblait plus évidente. Ce n'était pas seulement une question de traits individuels, c'était la structure osseuse complète, la forme du visage, la texture des cheveux. Elle sortit une photo de famille plus ancienne de l'étagère, une avec les grands-parents. Les 4 grands-parents avaient des caractéristiques frappantes. Certains avec des cheveux blonds naturels, d'autres avec des yeux clairs, des nez aquilins, des visages anguleux. Sophie prit un miroir à main et le tint à côté des photos. Son reflet semblait appartenir à une autre famille entièrement. Elle avait les cheveux châtain foncé et lisses, tandis que tout le monde dans la famille avait les cheveux plus clairs et ondulés. Ses yeux étaient d'un marron profond, alors qu'il n'y avait pas une seule paire d'yeux marrons dans 3 générations de photos de famille. « Comment n'ai-je jamais remarqué cela avant ?» murmura-t-elle à elle-même, sentant un froid dans l'estomac. La révélation la frappa comme un coup de poing. Elle ne ressemblait à personne dans cette famille. À personne. Les larmes commencèrent à lui brûler les yeux, mais elle cligna des paupières avec force pour les retenir. Pas encore. Elle avait besoin de plus que de simples apparences. Elle avait besoin de preuves concrètes. Sarah referma les albums et les remit sur l'étagère d'une main tremblante. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle se souvint de quelque chose que sa mère avait mentionné des années auparavant. « Tes documents sont dans la boîte bleue de l'armoire du bureau », lui avait-elle dit une fois, quand Sarah avait eu besoin d'un acte de naissance pour un travail scolaire. Le bureau se trouvait au bout du couloir. Sophie ouvrit la porte de sa chambre lentement, jetant un coup d'œil pour s'assurer que personne n'était là. La maison était silencieuse. Ses parents étaient encore en bas, probablement faisant semblant que tout était normal. Elle marcha dans le couloir à pas feutrés, chaque planche du parquet qui grinçait sonnait comme une alarme dans ses oreilles. Elle arriva enfin au bureau et referma la porte derrière elle. L'armoire était dans le coin, haute et imposante. Sarah l'ouvrit et trouva la boîte bleue exactement là où elle s'en souvenait. Avec les mains tremblantes encore plus fort, elle sortit la boîte et la posa sur la table. À l'intérieur se trouvèrent des documents organisés en dossiers. Certificat de naissance, dossier scolaire, carnet de vaccination. Elle prit le certificat de naissance et le tint contre la lumière. Quelque chose n'allait pas. La date semblait étrange. Sophie prit son téléphone et ouvrit le calendrier, faisant des calculs rapides. Selon le certificat, elle était née le 15 mars. Mais elle se souvenait avoir vu des photos de sa mère à une fête d'entreprise en janvier de cette année-là, et elle n'était absolument pas enceinte sur cette photo. Sophie sentit son cœur s'accélérer encore plus. Elle sortit d'autres documents de la boîte, des dossiers d'hôpital. Elle lut chaque ligne attentivement, cherchant le moindre détail qui semblait déplacé. Et puis elle vit. L'hôpital mentionné se trouvait dans une ville à 3 heures de route. Pourquoi sa mère aurait-elle fait un si long trajet pour accoucher, alors qu'il y avait un hôpital parfaitement convenable dans leur ville? Ses mains tremblaient tellement maintenant qu'elle faillit laisser tomber le papier. Elle remit tout dans la boîte, referma le placard et retourna dans sa chambre, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Assise de nouveau sur le lit, Sarah tenta d'organiser ses pensées. Les photos, le certificat de naissance, la chronologie qui n'avait aucun sens. Tout commençait à s'assembler d'une manière troublante, mais elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de quelque chose de scientifique, quelque chose qui ne pouvait être ignoré ou expliqué. Et puis elle se souvint de quelque chose de son cours de biologie au lycée, le groupe sanguin. Elle se souvenait de la professeure expliquant comment les groupes sanguins étaient hérités,
Comment certaines combinaisons de parents ne pouvaient produire que certains types d'enfants. Sophie ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher frénétiquement. Elle connaissait son groupe sanguin. Elle avait fait un don de sang une fois à l'université, et on lui avait dit qu'elle était AB négatif, un type rare. Elle se souvenait avoir trouvé cela intéressant à l'époque, mais n'y avait jamais vraiment réfléchi. Maintenant, elle devait connaître les groupes sanguins de ses parents. Elle se souvint d'un jour, des années auparavant, lorsque son père s'était coupé la main en réparant la voiture. Ils étaient allés à l'hôpital, et elle se souvenait d'avoir entendu le médecin dire quelque chose à propos de son groupe O positif. Et sa mère. Elle avait fait un don de sang lors d'une campagne de l'église. Sarah se souvenait qu'elle avait mentionné être A positif. Avec des doigts tremblants, Sarah tapa dans la recherche Google. Des parents de groupe O et A peuvent-ils avoir un enfant AB? La réponse apparut instantanément, claire et irréfutable. Non. C'était génétiquement impossible. Des parents avec les groupes O et A ne pouvaient avoir que des enfants avec les groupes O ou A. AB serait impossible. Sophie sentit le monde tourner autour d'elle. L'écran de l'ordinateur portable devint flou lorsque les larmes finirent par déborder et couler sur son visage. Elle ne les essuya pas. Elle ne pouvait pas bouger. « Ça prouve », murmura-t-elle à la pièce vide, la voix brisée. « Ça prouve que je ne suis pas leur enfant. » La révélation la frappa de plein fouet. Ce n'était pas seulement un soupçon. Ce n'était pas seulement une apparence. C'était la science. C'était un fait. Il était impossible qu'elle soit biologiquement la fille des parents qui l'avaient élevée. Sophie ferma l'ordinateur portable et serra ses genoux, se balançant d'avant en arrière en sanglotant silencieusement. 23 ans de souvenirs, de Noël, d'anniversaire, de « je t'aime » avant de dormir, tout semblait un mensonge maintenant. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Pourquoi lui avait-il menti toutes ces années? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme une tornade, chacune plus douloureuse que la précédente. Elle pensa à descendre les escaliers et à les confronter sur le champ, à exiger des réponses, à crier jusqu'à ce que la vérité sorte. Mais quelque chose l'arrêta. Et s'ils niaient? Et s'ils inventaient un autre mensonge? Elle avait besoin de preuves définitives. Quelque chose qu'ils ne pouvaient contester. Sophie essuya ses larmes avec le dos de sa main et reprit son téléphone. Ses doigts tremblaient encore tandis qu'elle tapait dans la recherche « Test ADN à domicile ». Plusieurs options apparurent. Des kits que l'on pouvait commander en ligne, faire à la maison et envoyer à un laboratoire. Les résultats arriveraient en 2 à 4 semaines. Ce serait privé. Ce serait définitif. Elle cliqua sur l'un des sites et lut les spécifications. Tout ce dont elle avait besoin était un échantillon de son ADN et un échantillon de celui de ses parents. Ça pouvait être de la salive, des cheveux avec la racine, n'importe quoi. Elle pourrait collecter leurs échantillons sans qu'ils le sachent. Une brosse à dents, un verre qu'ils avaient utilisé, un cheveu de l'oreiller. Sarah respira profondément, essayant de calmer le tremblement de ses mains. Elle avait peur. Peur de la confirmation. Peur que le test prouve ce qu'elle savait déjà au fond de son cœur. Mais elle savait aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle ne pourrait pas vivre avec ce doute le reste de sa vie. Avec une détermination renouvelée, elle ajouta le kit au panier et remplit les informations de livraison. Elle choisit la livraison express, elle ne pouvait pas attendre plus que nécessaire. En cliquant sur « Confirmer l'achat », elle ressentit un mélange de terreur et de soulagement. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Dans quelques semaines, elle aurait la vérité absolue. La vérité que ses parents, si elle pouvait encore les appeler ainsi, avaient essayé de lui cacher toute sa vie. Sarah posa son téléphone de côté et regarda la porte de la chambre. En bas, elle pouvait entendre le son étouffé de la télévision. Ils regardaient probablement les informations, comme toutes les soirs, faisant semblant que tout allait bien, faisant semblant de ne pas avoir de secret, faisant semblant que leur fille ne venait pas de découvrir que toute sa vie était un mensonge soigneusement construit. Elle s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Les ombres dansaient au-dessus d'elle, projetées par la lumière de la lampe de chevet. Pendant 23 ans, elle avait vécu dans cette maison, dans cette famille, croyant qu'elle savait qui elle était. Maintenant, tout s'effondrait. Et le pire de tout, c'est qu'elle devrait faire semblant. Faire semblant que tout allait bien. Faire semblant de ne rien savoir. Faire semblant de leur faire encore confiance. Du moins, jusqu'à l'arrivée du test ADN. Du moins, jusqu'à ce qu'elle ait la preuve irréfutable en main. Sophie ferma les yeux.
sentant de nouvelles larmes couler le long de ses tempes. Mais cette fois, avec la tristesse, il y avait autre chose. Une étincelle de détermination. Un besoin ardent de découvrir la vérité, peu importe à quel point ça ferait mal. Parce que maintenant, elle le savait. Toute sa vie avait été basée sur un mensonge. Et elle ne se reposerait pas avant de découvrir toute la vérité. Les 5 à 7 jours suivants se sont transformés en les plus longs de ma vie. Le laboratoire avait promis les résultats dans ce délai, et chaque matin, je me réveillais en vérifiant mes emails de manière obsessive. Rien. Seul le silence assourdissant de l'attente. Mais quelque chose avait changé en moi depuis ce jour au laboratoire. Je ne pouvais plus regarder ma famille de la même manière. C'était comme si j'avais mis de nouvelles lunettes. Tout semblait différent, déformé, chargé de significations cachées que je n'avais jamais remarquées auparavant. La première chose que j'ai remarquée a été le comportement de ma mère. Chaque fois que j'entrais dans la pièce, elle devenait tendue. Ses épaules se haussaient légèrement, presque imperceptiblement. Elle arrêtait ce qu'elle faisait pendant une fraction de seconde, comme si elle avait besoin de se ressaisir avant de me saluer. Le 3e jour d'attente, j'ai essayé d'engager la conversation sur mon enfance. « Maman, tu te souviens de mon 7e anniversaire? Cette énorme fête que vous avez organisée ?» Elle se figea. La tasse de café trembla légèrement dans sa main. « Pourquoi tu demandes ça ?» Sa voix était plus aiguë que d'habitude. « Pourquoi cette question maintenant ?»« Juste de la curiosité. Je me souvenais. Il n'y a rien à se souvenir. » Coupa-t-elle, brusquement. Ce n'était qu'une fête, comme n'importe quelle autre. Mais elle n'avait pas été comme n'importe quelle autre. Elle avait été absolument extraordinaire. Des clowns, des magiciens, un château gonflable géant, plus de 50 enfants invités. Pour une famille de classe moyenne, cela avait été un événement disproportionné. Et maintenant, pour la première fois, je me demandais « Pourquoi ? Pourquoi cette démonstration exagérée ? Qu'essayait-il de prouver ou de compenser ? Mon père était encore plus révélateur dans sa manière d'esquiver. Il ne pouvait tout simplement pas parler de mon enfance. Chaque fois que je mentionnais un souvenir, il changeait de sujet avec une habileté impressionnante. « Papa, tu te souviens quand tu m'as emmené pour ce voyage juste nous deux ? Je devais avoir environ 9 ans. » Oh, je dois vérifier ce problème avec la voiture. Il était déjà en train de se lever. Mais tu n'as même pas entendu ce que j'allais. Nous en parlerons plus tard. Ma chérie, maintenant je suis occupé. Occupé à fuir, pensais-je amèrement. Et puis, il y a eu la phrase de ma sœur. Nous déjeunions ensemble, chose que nous faisions rarement, quand elle a lâché, presque sans réfléchir. Tu sais, tu as toujours été la différente de la famille. Ma fourchette s'arrêta en l'air. Différente comment ? Elle haussa les épaules, mâchant tranquillement. Je ne sais pas, plus sensible, plus émotive. Même physiquement, tu ne ressembles pas beaucoup à qui que ce soit. Laurent et moi, nous tenons clairement de notre mère, mais toi. Elle m'étudia avec ce regard analytique qui m'avait toujours dérangé. Tu es un mystère. Un mystère. La parole résonna dans ma tête pendant des jours. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Revoir méthodiquement chaque souvenir de mon enfance avec un regard neuf. Et c'est là que tout a commencé à prendre un sens terrifiant. Cette fête extravagante de 7 ans, ce n'était pas de l'amour. C'était de la culpabilité. Ils compensaient en quelque chose. Essayèrent d'acheter mon affection, ou peut-être leur propre conscience tranquille. Les cadeaux excessifs à chaque anniversaire. Les vêtements chers que seul moi recevais, tandis que mes frères et sœurs portèrent des choses normales. L'attention constante, presque suffocante parfois. « Tu es spécial », ma mère avait l'habitude de dire, en m'embrassant le visage. Notre petite fille, spéciale. J'avais toujours interprété cela comme de l'affection. Mais et si « spécial » était un code pour « différente », pour « pas la nôtre » ? Et si chaque « je t'aime » exagéré était en réalité une excuse déguisée ? Le souvenir le plus perturbant est venu une nuit d'insomnie, le 5e jour d'attente. Je devais avoir environ 12 ans. Je m'étais réveillé au milieu de la nuit pour boire de l'eau et j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. La porte était entr'ouverte. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça », était la voix de mon père, chargée de tension. « Elle finira par le découvrir. » « Non, elle ne le fera pas. » Ma mère semblait désespérée. « Pas si nous ne le disons jamais. Il n'y a aucun moyen qu'elle le sache. » Et si quelqu'un d'autre le savait ? Et si ? Personne ne le sait. Personne d'autre que nous. À l'époque, mon esprit d'enfant avait interprété cela comme une dispute d'argent,
ou des problèmes d'adultes que je ne comprenais pas. J'étais retourné me coucher et j'avais oublié. Mais maintenant, allongé dans l'obscurité de ma chambre à 28 ans, cette conversation prenait un tout autre poids. Ils avaient un secret. Un secret à mon sujet. Et ils n'avaient jamais eu l'intention de le dire. J'ai commencé à tout observer, avec une attention presque paranoïaque. Chaque regard échangé entre mes parents quand j'entrais dans la pièce. Chaque changement subtil de sujet. Chaque dérobade. Ils cachèrent quelque chose. Et plus j'observais, plus c'était évident. Le 6e jour, j'ai commencé à considérer les possibilités théoriquement. Hypothèse 1. L'adoption. Cela avait du sens à plusieurs niveaux. Cela expliquerait le manque de ressemblance physique. Cela expliquerait le comportement surprotecteur. Cela expliquerait pourquoi je n'avais jamais vu de certificat de naissance original, seulement une version mise à jour. Mais j'avais fouillé toute la maison. Il n'y avait pas de papier d'adoption, aucun document légal qui l'indiquerait. Et dans un pays où l'adoption exige des montagnes de bureaucratie, il aurait été impossible de ne pas laisser de traces. À moins qu'il ne s'agisse d'une adoption informelle, mais cela créerait d'autres problèmes légaux. Hypothèse 2. J'étais le fruit d'une liaison extra-conjugale. Ma mère avait eu une aventure et mon père avait accepté d'élever l'enfant comme le sien. Cela expliquerait la tension occasionnelle que j'avais toujours ressentie entre eux. Cela expliquerait pourquoi mon père semblait parfois distant avec moi, alors qu'il était démonstratif avec mes frères et sœurs. Cela expliquerait pourquoi je ne ressemblais à personne dans la famille. Mais alors, de qui étais-je la fille? Qui était mon père biologique? Et si c'était une affaire de ma mère, pourquoi elle aussi semblait-elle si mal à l'aise avec mon test ADN? À moins que elle ne soit pas ma mère non plus? Hypothèse 3. Échange à l'hôpital. J'avais lu des cas similaires. Des bébés accidentellement échangés à la maternité. Des familles élevant des enfants biologiquement issus d'autres personnes pendant des décennies sans le savoir. Mais cela n'était généralement découvert que lorsque les deux familles faisaient des tests. Et si cela avait été accidentel, pourquoi mes parents agiraient-ils si coupables? Pourquoi le cacheraient-ils? À moins que cela n'ait pas été accidentel. À moins que cela n'ait été délibéré. Mon estomac se retourna à cette possibilité. Quelqu'un avait-il volé un bébé? Avais-je été volé? Chaque théorie semblait plus troublante que la précédente. Et au fond, je savais qu'aucune d'elles n'expliquait complètement le comportement de mes parents. Il y avait autre chose. Quelque chose de pire. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu que je découvre. Le 7e jour, j'ai cessé de manger correctement. Mon estomac était constamment noué. Le café et l'anxiété étaient devenus mon régime principal. J'évitais ma famille autant que possible. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Je ne pouvais plus sourire et agir naturellement quand chaque fibre de mon être criait que quelque chose n'allait profondément pas. Ma mère a essayé d'appeler 3 fois. J'ai ignoré tous les appels. Mon père a envoyé un message. « Tout va bien pour toi? Tu sembles distante. » Je n'ai pas répondu. Comment aurais-je pu? Que dirais-je? Oui, papa, je vais très bien. J'attends juste un test ADN qui pourrait détruire tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Le soir du 7e jour, assise sur le canapé avec un verre de vin à peine touché, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Quoi que le test révèle, plus rien ne serait comme avant. Si l'ADN confirmait qu'ils étaient mes parents biologiques, je devrais vivre avec la paranoïa de les avoir doutés. Je devrais faire semblant que toute cette enquête n'avait jamais eu lieu. Je devrais porter la culpabilité d'avoir soupçonné les personnes qui m'avaient élevé avec amour. Mais si le test révélait que je n'étais pas leur fille biologique, alors qui étais-je? Où étais-je à ma place? Toute mon identité, toute mon histoire, tout ce que je savais sur moi-même serait un mensonge. Je serais une étrangère dans ma propre vie. Le pire n'était pas de ne pas connaître la vérité. Le pire était de réaliser que de toute façon, j'avais déjà perdu quelque chose d'irrécupérable. L'innocence de croire que je connaissais ma propre histoire. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de cette réalisation. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un email. Mon cœur a bondi avant même que je ne l'ouvre. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. L'expéditeur était le laboratoire GenLife. Objet. Vos résultats ADN sont prêts. Je suis resté paralysé. C'était là. Après 7 jours de torture mentale, de théories de plus en plus sombres, d'observer ma famille comme s'ils étaient des étrangers, de reconstruire chaque souvenir de ma vie à travers une lentille de suspicion. La vérité était à un clic de distance. Mais voulais-je vraiment savoir? Ma main plana au-dessus de l'écran.
le doigt tremblant sur l'email. Une partie de moi voulait tout supprimer, faire semblant de n'avoir jamais fait le test, retourner à l'ignorance confortable, même si c'était un mensonge. Mais je savais qu'il était trop tard pour ça. Le doute était déjà planté. La suspicion avait déjà tout empoisonné. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais besoin de savoir, même si la vérité devait me détruire. J'ai respiré profondément, en tremblant, et j'ai ouvert l'email. Ses mains tremblaient tellement qu'elle arrivait à peine à tenir son téléphone. L'écran brillait dans l'obscurité de la chambre, et cette notification était là, clignotant comme une sentence. Vos résultats ADN sont prêts. Elle avait attendu cela pendant des jours qui avaient semblé des années. Chaque seconde traînée par une agonie silencieuse. Chaque interaction avec sa famille chargée d'une tension invisible, un poids qu'elle seule ressentait. Maintenant, enfin, la vérité était à un clic de distance. Mais ses doigts hésitèrent sur l'écran, parce qu'elle savait que ce qui allait suivre allait tout changer. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait aucun moyen de dévoir ce qu'elle était sur le point de découvrir. C'était comme être au bord d'un précipice, sachant que le prochain pas serait une chute libre sans garantie de savoir où ni comment elle atterrirait. Elle ferma les yeux, inspira profondément, et cliqua. La page chargea lentement, une lenteur torturante, chaque seconde amplifiant la pression dans sa poitrine. Et puis, les mots apparurent. Correspondance paternelle, 0%. Elle cligna des yeux, relut. Encore. 0%. Elle n'était pas la fille biologique de son père. Son cœur s'emballa. Ses mains devinrent de moite. Mais elle continua à lire, car il y avait encore une ligne en dessous. Une ligne qui pourrait sauver quelque chose, qui pourrait expliquer, qui pourrait. Correspondance maternelle, 0% 0. Pour 100. Le téléphone lui glissa des mains et tomba sur le lit. Elle resta là, paralysée, regardant dans le vide. Parce que cela n'avait aucun sens. Ce n'était pas possible. Ne pas être la fille de son père? Ça, elle l'avait déjà imaginé. Peut-être une trahison. Peut-être une aventure. Peut-être était-elle la fille d'un autre homme et sa mère l'avait cachée pendant toutes ces années. Mais ne pas être la fille de sa mère non plus? C'était impossible. Biologiquement impossible. À moins qu'elle ne soit la fille d'aucun des deux. La réalité la frappa comme une vague glaciale. Elle sentit la pièce tourner, sentit l'air lui manquer, sentit chaque certitude qu'elle avait eue sur elle-même s'effondrer en quelques secondes. « Je ne suis pas leur fille », dit-elle à voix haute, comme si prononcer les mots était la seule façon de les rendre réels. Et ils le furent. Ils furent absolument réels. 25 ans. 25 ans de souvenirs, d'histoires de famille, de « tu as les yeux de ton grand-père » et « tu ressembles tellement à ta tante quand elle était jeune ». 25 ans d'une identité construite sur un mensonge si profond qu'elle ne savait même pas qu'elle vivait à l'intérieur. Et maintenant, que restait-il? Qui était-elle? Elle reprit son téléphone, les mains encore tremblantes, et lut les résultats une troisième, quatrième, cinquième fois, cherchant une erreur, un astérisque, une note de bas de page qui dirait « Ce fut une erreur. Désolé pour la frayeur. » Mais il n'y avait rien de tout ça. Juste des chiffres, froids, scientifiques, irréfutables. 0% de correspondance paternelle. 0% de correspondance maternelle. Elle ne partageait pas d'ADN avec ses parents. Aucun. Pas un seul marqueur génétique qui la connectait à eux. Elle était une étrangère complète. Une intruse dans une famille qui n'était pas la sienne. Et puis, la première vague de déni arriva. Le test est faux. Bien sûr, il devait être faux. Ces tests ADN en ligne n'étaient pas précis à 100%. Peut-être l'échantillon avait-il été contaminé. Peut-être avait-il mélangé ses résultats avec ceux de quelqu'un d'autre. Peut-être. Mais même en essayant de s'en convaincre, elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Parce que ce test confirmait tout ce qu'elle avait toujours ressenti. Toutes les fois où elle s'était regardée dans le miroir et n'avait rien vu de ses parents. Toutes les fois où elle s'était sentie différente, déplacée, comme si elle n'appartenait pas. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était la vérité. Et la colère commença à monter, chaude et violente. Comment ont-ils pu mentir pendant 25 ans? Comment ont-ils pu la regarder dans les yeux tous les jours, l'appeler leur fille, la laisser croire que c'était son histoire, alors qu'ils savaient que tout était une mascarade? Chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque moment important de sa vie avait été construit sur un mensonge.
Et ils savaient. Ils ont toujours su. La mère, qui lui tenait la main quand elle avait peur. Le père, qui la portait dans ses bras quand elle était enfant. Les deux, qui ont créé cette version d'une famille parfaite, tout en cachant la vérité la plus fondamentale de toutes. Elle n'était pas la leur. Elle voulait crier. Elle voulait casser quelque chose. Elle voulait prendre le téléphone et les appeler immédiatement, exiger des réponses, les forcer à affronter ce qu'ils avaient fait. Mais la colère ne dura que quelques minutes avant de céder la place à autre chose. Quelque chose de plus profond, plus douloureux. La tristesse. Une tristesse si lourde qu'elle semblait physique. Comme si tout le poids de la révélation s'était abattu sur sa poitrine d'un coup, l'écrasant. Parce qu'elle réalisa quelque chose de terrible. Si elle n'était pas leur fille, alors qui était-elle? D'où venait-elle? Qui étaient ses parents biologiques? Pourquoi était-elle avec cette famille? Avait-elle été adoptée? Abandonnée? Volée? Toute son identité, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, était basé sur un récit qui était maintenant complètement faux. Elle n'avait pas de racines, pas d'histoire, pas de lieu d'origine réelle. C'était comme si on lui avait arraché le sol sous les pieds et qu'on l'avait laissé flotter dans le vide. Elle regarda autour de la pièce où elle avait grandi, et soudain tout semblait étrange. Les photos sur le mur, le lit, la bibliothèque. Rien de tout cela ne lui appartenait vraiment. Parce qu'elle n'appartenait pas à cette maison. Elle était une visiteuse. Elle l'a toujours été. Et puis vint le marchandage désespéré. Peut-être y a-t-il une explication. Oui, il devait y en avoir. Peut-être ses parents avaient-ils une raison. Peut-être avaient-ils prévu de lui dire quand elle serait plus âgée. Peut-être était-ce une adoption. Mais ils voulaient qu'elle se sente comme une vraie fille. Alors ils n'en ont jamais parlé. Peut-être l'aimait-il tellement qu'il pensait que la vérité pourrait la blesser. Mais même en essayant de se justifier, elle savait qu'aucune raison ne serait suffisante. Parce qu'elle avait le droit de savoir. Elle avait le droit de connaître sa propre histoire. Et il lui avait enlevé ça. Peu importait à quel point il l'aimait, peu importaient les intentions. Ils ont menti, et ce mensonge a défini chaque seconde de sa vie. Elle passa des heures dans cette pièce, alternant entre colère, tristesse, déni et désespoir. La nuit tomba. La pièce s'obscurcit, mais elle n'alluma pas les lumières. Elle resta là, assise sur le lit, son téléphone à la main, relisant les résultats d'innombrables fois, comme si, à l'une de ses tentatives, les chiffres allaient changer. Mais ils ne changèrent jamais. Et à un moment de la nuit, quand il n'y avait plus de larmes à verser ni assez de colère pour crier, elle prit une décision. Elle n'allait pas laisser ça passer. Elle n'allait pas faire semblant de ne pas savoir. Elle n'allait pas garder ça en elle et continuer à vivre le mensonge juste parce que c'était plus facile. Elle méritait la vérité, et ils allèrent devoir la lui donner. Elle se leva, se lava le visage, et regarda son propre reflet dans le miroir. Ses yeux étaient rouges, gonflés d'avoir tant pleuré. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. Une détermination qui n'était pas là avant. Elle n'était plus la fillette obéissante qui acceptait tout sans poser de questions. Elle était quelqu'un qui avait besoin de réponses. Et elle les obtiendrait, coûte que coûte. Elle a pris son téléphone et a tapé un message rapide dans le groupe familial. « Nous devons parler, tous ensemble, demain soir. C'est important. » La réponse de sa mère est venue presque immédiatement. « Ça va ma chérie? Il s'est passé quelque chose ?» Elle a regardé le message et a senti une pointe d'amertume. « Ma chérie », comme si rien n'avait changé. Comme si elle était toujours leur fille. Mais elle n'a pas répondu. Elle a juste verrouillé son téléphone et est allée dormir. Ou du moins essayé. Le lendemain, elle a passé des heures à se préparer mentalement, répétant ce qu'elle dirait, comment elle le dirait, imaginant leur réaction, le choc, le déni, peut-être même la colère. Mais peu importe, elle était prête. Quand la nuit est tombée, elle est descendue au salon avec une chemise dans les mains. À l'intérieur, les résultats du test ADN imprimés, la preuve irréfutable. La famille était déjà là. La mère, assise sur le canapé avec une expression inquiète. Le père, debout à côté de la cheminée, les bras croisés, le visage sérieux. Les frères, chacun dans un fauteuil, curieux mais ne comprenant pas encore la gravité du moment. Elle a respiré profondément et a posé la chemise sur la table basse, en plein milieu du salon, où tout le monde pouvait la voir. « J'ai fait un test ADN.
dit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. Et les résultats ont montré quelque chose qui change tout. La mère cligna des yeux, confuse. Un test ADN? Pourquoi? Parce que j'avais besoin de savoir la vérité, répondit-elle en ouvrant la chemise et en sortant les papiers. Et maintenant, je sais. Elle a posé les résultats sur la table, face à eux, et a attendu. Le père a été le premier à bouger. Il a pris les papiers, les a lus rapidement, et est devenu pâle. Sa main a tremblé. Il a regardé sa femme, et son expression en disait long. La mère s'est levée lentement, a pris les papiers de ses mains, et a lu. Et puis, pour la première fois en 25 ans, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur le visage de sa mère. La culpabilité. Une culpabilité absolue. « Ma chérie, je peux t'expliquer. » Commença la mère, la voix brisée. « Alors explique, » dit-elle, la voix maintenant dure, cinglante. « Explique pourquoi je n'ai 0% de correspondance génétique avec aucun de vous deux. Explique pourquoi j'ai passé ma vie entière à croire que j'étais votre fille, alors qu'en fait, je ne le suis pas. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Les frères se regardaient, choqués. Le père était immobile, comme s'il était pétrifié. Et la mère a commencé à pleurer. Mais elle n'a pas eu pitié. Pas encore. « Je mérite la vérité, » dit-elle, les regardant directement tous les deux. « Vous me devez ça, après tout. Vous me devez la vérité. » Et c'est à ce moment-là, avec la famille réunie, avec les résultats de l'ADN sur la table, avec 25 ans de mensonges sur le point de s'effondrer, qu'elle a réalisé quelque chose. Peu importait ce qu'il dirait, peu importait quelle était l'histoire. Rien ne serait capable d'effacer ce qu'elle venait de découvrir. Sa vie entière était un mensonge. Et maintenant, elle devait découvrir qui elle était vraiment. Le silence dans la pièce était assourdissant. Les résultats du test ADN étaient toujours dans les mains de Marina, les lettres dansant devant ses yeux. Probabilité de parenté biologique, 0%. 0. Rien. 28 ans de vie basés sur un mensonge. Sa mère, ou plutôt la femme qu'elle avait toujours appelée mère, avait le visage enfoui dans ses mains, les épaules tremblantes de sanglots silencieux. Son père était à côté d'elle, rigide comme une statue. Mais Marina pouvait voir ses mains trembler. « Quelqu'un va m'expliquer ça ?» La voix de Marina sortit plus fort qu'elle ne l'avait voulu. « Maintenant. Je veux tout savoir. » Son frère Laurent s'approcha, lui touchant le bras. « Marie, peut-être que nous devrions. » « Non !» Marina s'écarta. « Ne me demandez pas de me calmer. Ne me demandez pas d'attendre. Je mérite la vérité. Maintenant. » C'est alors que sa mère leva le visage. Il était gonflé, rouge, détruit par la culpabilité et la douleur. Et quand elle parla, ce fut d'une voix si fragile que Marina ne la reconnut presque pas. « Nous pouvons expliquer, » commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge. « Alors expliquez !» cria Marina, sentant les larmes brûler ses yeux. « Expliquez comment j'ai vécu toute ma vie sans savoir qui je suis vraiment. Expliquez comment vous m'avez regardé tous les jours et menti. » Son père bougea enfin. Il se plaça à côté de sa femme, une posture protectrice que Marina avait vue 1000 fois auparavant. Mais cette fois, cela n'apporta aucun réconfort. Cela apporta de la colère. « Marina, » dit-il, la voix grave et trop contrôlée. « Nous avons fait ce que nous pensions être juste. Nous avons besoin que tu comprennes cela. » Ce qui était juste? Marina rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. Me mentir pendant 28 ans était juste? Laisse-moi t'expliquer, dit sa mère, retrouvant enfin de la force dans sa voix. S'il te plaît, ma fille, laisse-moi tout te raconter. Depuis le début. Marina croisa les bras, tout son corps une barrière défensive. J'attends. Sa mère prit une profonde inspiration, essuyant ses larmes. Quand ton père et moi nous sommes mariés, la seule chose que nous voulions était d'avoir une famille. Nous avons essayé pendant des années, Marina. J'ai fait tous les traitements possibles. Des hormones qui me rendaient folle, des procédures douloureuses, des espoirs soulevés et détruits mois après mois. Le père de Marina posa la main sur l'épaule de sa femme. Nous avons essayé pendant 7 ans. Nous avons dépensé toutes nos économies en traitement de fertilité. Ta mère a subi 4 tentatives de fécondation in vitro. Rien ne fonctionnait. À chaque test négatif, je mourais un peu à l'intérieur, continua la mère, la voix brisée. Je voyais d'autres femmes enceintes, et je sentais une douleur physique ici. Elle serra sa poitrine. Je voulais tellement être mère, tellement que ça faisait mal de respirer. Marina sentit quelque chose bouger en elle.
De l'empathie, peut-être, mais la colère brûlait encore plus fort. Et alors, comment est-ce que j'apparais dans cette histoire? Sa mère regarda son père, une communication silencieuse passant entre eux. Il hocha la tête, l'encourageant à continuer. Il y avait une femme, dit-elle doucement. Anne-Marie. Elle travaillait dans un hôpital où je suivais mes traitements. Nous sommes devenus amis. Elle connaissait notre douleur, notre combat. Et un jour, elle marqua une pause, fermant les yeux. Un jour, elle nous a fait une proposition. Le cœur de Marina commença à battre plus vite. Quel genre de proposition? Anne-Marie avait une cousine. Son père reprit l'histoire. Juliette. Elle avait 19 ans, était enceinte et dans une situation impossible. Le père du bébé avait disparu. Sa famille était extrêmement religieuse et l'avait chassée de la maison. Elle était seule, sans argent, sans soutien, sans rien. Elle ne voulait pas avorter, sa mère poursuivit rapidement. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas les moyens d'élever un enfant. Elle était désespérée. Et nous étions désespérés aussi. Marina sentit son estomac se nouer. « Alors, vous m'avez acheté… » « Non !» Son père fit un pas en avant. « Ce n'est jamais arrivé comme ça. Nous avons aidé Juliette. Nous avons payé toutes ses dépenses médicales. Nous lui avons donné un endroit où rester. Nous nous sommes assurés qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Et en échange, elle a accepté de nous laisser t'adopter. »« Légalement » demanda Marina, connaissant déjà la réponse. Le silence fut sa confirmation. « Pourquoi pas » murmura-t-elle. « Pourquoi ne pas faire les choses correctement ?» Sa mère recommença à pleurer. Parce que c'était trop compliqué. Le processus d'adoption prendrait des années. Et Juliette. Elle était brisée, Marina. Elle ne voulait aucunement s'impliquer avec le bébé. Elle voulait disparaître et recommencer une nouvelle vie. « Et nous te voulions, » dit son père, la voix pleine d'émotion. « Dès l'instant où nous t'avons vu à l'échographie. Dès la première fois que nous t'avons tenu dans nos bras. Nous t'aimions déjà. Tu étais déjà notre fille. »« Mais non !» cria Marina, les larmes coulant enfin. « Je n'étais pas votre fille. J'avais une mère biologique. J'avais une identité. Et vous me l'avez volée. »« Nous t'avons donné une vie, » répondit son père, la voix montant elle aussi. « Juliette ne pouvait rien te donner. Elle était détruite, sans avenir, sans espoir. Nous t'avons donné un foyer, une famille, de l'amour, une éducation, des opportunités. Nous t'avons donné tout. »« Sauf la vérité, » rétorqua Marina. « Vous m'avez tout donné sauf le droit de savoir qui je suis, d'où je viens, qui est ma vraie mère. Je suis ta mère. » La femme qui l'avait élevée se leva, tout son corps tremblant. « C'est moi qui me suis levé toutes les nuits quand tu faisais des cauchemars. C'est moi qui ai nettoyé tes genoux quand tu tombais. C'est moi qui t'ai consolé quand ton premier petit ami t'a quitté. C'est moi qui ai été à tes côtés à chaque instant de ta vie. Je suis ta mère. »« Une mère ne ment pas !» cria Marina en retour. Le silence qui s'ensuivit fut brutal. Gabrielle, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, parla enfin. « Marie, peut-être qu'ils essayèrent de te protéger. »« Me protéger ?» Marina regarda sa sœur, sa demi-sœur, se corrigea-t-elle mentalement, ressentant une nouvelle douleur avec cette réalisation. « Me protéger de quoi? De la vérité? De savoir qui je suis vraiment? »« De savoir que tu n'étais pas désirée, » dit son père doucement. « Juliette ne te voulait pas, Marina. Elle l'a dit très clairement. Elle ne voulait pas te voir, ne voulait pas te tenir, ne voulait rien avec toi. Et nous ne voulions pas que tu grandisses en sachant ça. Nous ne voulions pas que tu te sentes rejeté. Nous voulions que tu te sentes aimé. Nous voulions que tu sentes que tu appartenais. » Marina eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Et Juliette, où est-elle maintenant ?» Ses parents échangèrent un autre regard. « Maman !» Marina utilisa le mot délibérément, voyant le soulagement passer sur le visage de la femme. « Où est Juliette ?»« Nous ne savons pas, » admit sa mère. Anne-Marie a perdu le contact avec elle il y a des années. Elle a déménagé dans un autre état. Elle a refait sa vie. Elle s'est mariée. Peut-être a-t-elle d'autres enfants maintenant. Elle est passée à autre chose. « Et moi ?» demanda Marina, la voix brisée. « Et mon droit de la connaître ? De décider si je veux avoir une relation avec elle ? » « Tu avais 3 jours, » dit son père. « Comment aurais-tu pu décider quoi que ce soit ? Nous avons décidé pour toi, comme le font les parents. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi. Vous avez mal décidé. »
Marina prit son sac. Vous avez décidé pour vous, pas pour moi. Marina, s'il te plaît. Sa mère fit un pas en avant, les mains tendues. Ne pars pas comme ça. Parlons, s'il te plaît. J'ai besoin de temps, interrompit Marina, la voix fatiguée. J'ai besoin de digérer ça, J'ai juste besoin de temps. Ma fille, commença son père. Ne m'appelle pas, dit Marina, marchant vers la porte. Quand je serai prête, je te contacterai. Mais maintenant, je ne peux tout simplement pas rester ici. Marina! Sa mère courut derrière elle. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas te perdre. Marina s'arrêta à la porte, sans se retourner. Vous m'avez déjà perdu. Vous avez perdu ma confiance. Vous avez perdu mon respect. Et peut-être avez-vous perdu ma capacité à vous regarder sans voir le mensonge. Nous t'aimons, dit son père, la voix se brisant pour la première fois. Ce n'a jamais été un mensonge. Tout ce que nous avons fait, c'était par amour. Marina se retourna finalement. Elle les regarda. Ces deux personnes qui l'avaient élevée, qui l'avaient façonnée, qu'elle avait aimée inconditionnellement pendant 28 ans. Et elle vit des étrangers. L'amour ne devrait pas s'accompagner de mensonges, dit-elle doucement. Et l'amour ne devrait pas me priver du droit de savoir qui je suis. Tu es notre fille, murmura sa mère, désespérée. C'est qui tu es. Peu importe l'ADN, peu importe comment tu es arrivée jusqu'à nous. Tu es notre fille, notre Marina. Cela ne changera jamais. Marina sentit les larmes couler sur son visage. Peut-être pas. Mais moi j'ai changé. Au moment où j'ai ouvert cette enveloppe, j'ai changé. Et je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux redevenir celle que j'étais. Laurent s'approcha, touchant l'épaule de son père. Gabriel serra sa mère dans ses bras, celle-ci s'étant effondrée en sanglots. La famille s'était là, réunie, mais Marina ne s'était jamais sentie aussi seule. « J'y vais », dit-elle en ouvrant la porte. « Ne nous quitte pas », supplia son père, une dernière tentative désespérée. « S'il te plaît, ma fille, donne-nous une chance, pour la famille. Nous avons commis une erreur, mais nous l'avons fait parce que nous t'aimons trop. Pas parce que nous ne t'aimions pas assez. » Marina le regarda, elle les regarda tous. Sa famille. Ou ce qui avait été sa famille. Ou ce qui pourrait peut-être encore l'être, si elle parvenait à trouver un moyen de pardonner. Si elle parvenait à trouver un moyen de reconstruire quelque chose qui avait été bâti sur des mensonges. « Je sais, dit-elle finalement. Je sais que vous m'aimez. Mais maintenant je dois découvrir qui j'aime. Qui je suis vraiment. Et je ne peux pas faire ça ici. Pas maintenant. » Et sur ces mots, elle sortit. La porte se referma derrière elle avec un bruit final qui résonna dans la pièce. De l'autre côté, 4 personnes restèrent silencieuses. Une famille déchirée par la vérité. Unie par l'amour, mais séparée par la rupture de confiance. La mère s'effondra sur le canapé, pleurant de manière incontrôlable. Le père resta immobile, fixant la porte fermée, comme s'il pouvait la faire s'ouvrir à nouveau par pure volonté. Laurent et Gabriel se regardèrent, ne sachant que faire, comment réparer quelque chose qui semblait irréparablement brisé. Dehors, Marina monta dans la voiture et laissa enfin tout le poids s'échapper. Elle posa sa tête sur le volant et pleura. Pleura la vie qu'elle croyait avoir. Pleura l'identité qui lui avait été volée. Pleura la mère biologique qu'elle n'avait jamais connue. Pleura les parents qu'elle aimait, mais à qui elle ne pouvait plus faire confiance. Et elle pleura pour la question qui résonnait dans son esprit, sans réponse. Qui est vraiment Marina? Cette femme qui conduisait dans la nuit, le cœur brisé et l'identité en miettes, ne connaissait plus la réponse. Mais elle devait la découvrir. Même si cela signifiait perdre tout ce qu'elle avait toujours connu pour trouver qui elle est vraiment. La porte se referma derrière ses parents. Le silence de la maison semblait maintenant différent, non pas oppressant, mais plein de possibilités. Elle resta là, immobile au milieu du salon où tant de souvenirs familiaux avaient été créés, se sentant pour la première fois comme si elle marchait en territoire inconnu. Ses yeux parcoururent les photographies sur le mur. Là, elle avait 5 ans, tenant une glace et souriant sans dents. À 10 ans, le jour de sa remise de diplôme de l'école primaire. À 15 ans, serrant sa mère dans ses bras un jour de plage. Chaque image était-elle un mensonge? Ou chacune d'elles était-elle encore vraie, juste sous une lumière différente? Elle s'assit sur le canapé, le même où tant de soirées cinéma en famille avaient eu lieu, et laissa les pensées venir sans résistance. L'engourdissement émotionnel des dernières heures commençait à laisser place à quelque chose de plus complexe,
Pas de la colère, pas exactement de la douleur, mais une clarté étrange et libératrice. « Ils ne sont pas mes parents biologiques », murmura-t-elle au silence. Et puis, plus fermement, « Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» La question résonna dans la pièce vide, et avec elle vint une avalanche de réflexions qu'elle avait évitées. Qui était-elle maintenant? Si elle n'était pas leur fille par le sang, si son acte de naissance était un faux, si toute son histoire d'origine était fabriquée, alors qui était-elle vraiment? Pendant des années, elle avait défini son identité en termes simples. Elle était la fille de Georges et Marie-Anne Desmarais. Elle avait hérité des yeux bruns de sa mère, de l'entêtement de son père, de l'amour des livres qui venaient des deux. Mais maintenant, ces certitudes lui avaient été arrachées comme des pages d'un livre. Elle se leva et se dirigea vers le miroir sur le mur. Elle étudia son visage avec une intensité nouvelle, cherchant les traits d'étranger qu'elle ne connaîtrait jamais. Sa mère biologique, qui était-elle? D'où venait-elle? Quelles circonstances désespérées l'avaient poussée à vendre son bébé? Et son père biologique, savait-il seulement qu'elle existait? Les larmes vinrent, silencieuses et persistantes. Elle était en deuil. En deuil de parents biologiques qu'elle n'embrasserait jamais, d'une histoire qu'elle ne connaîtrait jamais, de réponses qu'elle n'obtiendrait peut-être jamais. C'était comme perdre quelqu'un que l'on n'a jamais connu, mais dont l'ADN était présent dans chacune de ses cellules. Mais alors, au milieu de la douleur, quelque chose commença à se cristalliser. Une compréhension qui grandissait comme la lumière à travers des nuages sombres. « L'ADN ne me définit pas », dit-elle à voix haute, testant les mots. « Je suis celle que je suis devenue. » C'était vrai. Elle était composée de 1000 choix, 1000 moments, 1000 expériences, dont aucune n'avait à voir avec la biologie. Elle était la petite fille qui avait appris à lire à 4 ans parce que sa mère lui lisait des histoires tous les soirs. Elle était l'adolescente qui avait développé un amour pour la justice sociale parce que son père l'emmenait à des événements communautaires. Elle était la jeune femme adulte qui valorisait l'éducation parce que ses parents, oui, ses parents, avaient tout sacrifié pour lui donner des opportunités. Ils ne partageaient pas son sang, mais ils partageaient son histoire. Chaque cicatrice de genou égratignée que sa mère avait pansée. Chaque leçon de mathématiques que son père avait patiemment expliquée. Chaque rêve qu'ils avaient nourri. Chaque peur qu'ils avaient apaisée. Chaque réussite qu'ils avaient célébrée. Tout cela était réel. Elle pensa à toutes les familles qu'elle connaissait. La voisine qui avait adopté 3 enfants et les aimait farouchement. Son cousin qui avait été élevé par sa grand-mère et l'appelait maman. Son ami dont le beau-père était plus un père que le biologique ne l'avait jamais été. L'amour ne venait pas des chromosomes. Il venait de choix quotidiens, de présence, de sacrifice. Et ses parents avaient fait des choix. De mauvais choix, oui, criminels, même, mais aussi des choix d'amour. Ils l'avaient choisie quand elle n'avait que quelques jours. S'était levée au milieu de la nuit quand elle pleurait. Avait économisé chaque centime pour son éducation. Avait célébré chaque petite victoire et consolé chaque défaite. Pour la première fois depuis qu'elle avait vu cet email, elle s'autorisa à se souvenir non seulement de la trahison, mais de la totalité. Sa mère lui apprenant à cuisiner, riant quand elle brûlait le riz. Son père apparaissant à chaque spectacle scolaire, même quand il devait s'absenter du travail. Les vacances simples qu'il planifiait avec tant de soin. Les sacrifices silencieux qu'elle ne pouvait reconnaître pleinement que maintenant, en tant qu'adulte. Ils étaient imparfaits, profondément imparfaits. Ils avaient bâti leur famille sur un mensonge. Mais ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des humains désespérés qui avaient fait des choix impossibles face à une douleur insupportable. Elle pensa à leur infertilité. Des années de tentatives, de traitements, d'espoirs frustrés. La douleur de tenir les bébés des autres sachant qu'ils ne tiendraient jamais le leur. Le sentiment d'échec, d'incomplétude, que la société impose aux couples sans enfants. Cela ne justifiait pas ce qu'ils avaient fait, mais cela aidait à comprendre. Et la peur constante de la perdre si la vérité éclatait. Chaque anniversaire, chaque certificat de naissance qu'il devait représenter, chaque examen médical où il mentait sur les antécédents familiaux, tout cela portant le poids du secret, vivant toujours au bord du précipice, sachant qu'un jour tout pourrait s'effondrer. Ils ont vécu en prison pendant 20 ans, réalisa-t-elle à voix haute, une prison qu'ils ont eux-mêmes construite. La rage qu'elle avait ressentie se transformait en quelque chose de plus complexe. Pas d'excuses, mais de la compréhension. Pas d'approbation, mais de l'empathie.
Ils avaient été des humains imparfaits, essayant de faire de leur mieux dans des circonstances impossibles. Ils avaient échoué moralement, mais n'avaient jamais manqué de l'aimer. Elle prit son téléphone, regarda leur nom dans la liste de contacts. Sa mère était probablement réveillée, incapable de dormir, tourmentée par le regret. Son père devait être assis en silence, à sa manière de gérer la douleur. Il souffrait, et malgré tout, elle ne voulait pas qu'il souffre. Mais elle ne pouvait pas non plus simplement revenir à ce qui était avant. La fondation avait craqué. Pour reconstruire, ils avaient besoin de quelque chose de plus fort que des mensonges enveloppés d'amour. Ils avaient besoin de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle composa le numéro. Sa mère répondit au premier signal, la voix brisée. « Ma fille, j'ai besoin que vous reveniez, dit-elle. Nous devons parler, pour de bon cette fois. » 20 minutes plus tard, ils étaient de retour. Ils s'assirent dans le salon non pas comme la famille qu'ils avaient toujours été, mais comme 3 personnes, essayant de découvrir ce qu'ils pourraient devenir. « Je comprends pourquoi vous l'avez fait, » commença-t-elle, et elle vit le soulagement instantané sur leur visage. « Mais comprendre ne signifie pas accepter. Vous m'avez volé quelque chose de précieux, la vérité sur moi-même. Nous savons, dit son père d'une voix rauque, et nous porterons cette culpabilité pour le reste de nos vies. Mais je veux aussi que vous sachiez, continua-t-elle, qu'en dépit de tout, je reconnais l'amour. Vous m'avez donné une vie que ma mère biologique n'aurait jamais pu me donner. Vous m'avez donné une éducation, des opportunités, une maison pleine de livres et de rires. Cela, c'était réel. » Sa mère commença à pleurer, des larmes de soulagement et de douleur mêlées. « Alors, voici mon choix, dit-elle, et le mot « choix » résonna avec puissance. Je choisis de rester. Je choisis de continuer à vous appeler maman et papa. Mais à de nouvelles conditions. Sans secret. Honnêteté complète à partir de maintenant. Surtout. N'importe quoi, dit son père immédiatement. Tu veux savoir comment nous t'avons eu? Ce que nous savons de ta mère biologique? Sur tout, l'interrompit-elle. Je veux tout savoir. Chaque détail, même les douloureux, surtout les douloureux. Et quand vous ne saurez pas quelque chose, admettez-le. Plus de mensonges de protection. Nous promettons, dit sa mère, nous passerons le reste de nos vies à regagner ta confiance. Et je passerai le reste de ma vie à gérer cela, répondit-elle. Certains jours, ça ira. D'autres jours, je serai en colère. J'aurai besoin de thérapie. J'aurai des questions impossibles, et vous devrez être présent pour tout cela. Nous le serons, promit son père. Pour tout. Elle les regarda, ces 2 étrangers, qui n'étaient pas des étrangers du tout. Ces 2 menteurs qui étaient aussi les parents les plus dévoués qu'elle connaissait. Ces 2 personnes imparfaites qui l'aimaient d'une manière si dévastatrice et imparfaite. Vous savez ce qui est étrange? Dit-elle. J'étais si furieuse. J'avais l'impression que tout était un mensonge. Mais maintenant, je réalise que le seul mensonge était la biologie. Tout le reste, chaque souvenir, chaque « je t'aime », chaque sacrifice, tout cela était vrai. Sa mère sanglota, et pour la première fois depuis des jours, elle la laissa l'embrasser. C'était différent. Cela avait le poids de la vérité, pas la légèreté de l'illusion, mais c'était réel. « La famille n'est pas l'ADN, murmura-t-elle. C'est un choix, et chaque jour, vous m'avez choisi. Alors aujourd'hui, je vous choisis en retour. Non pas parce que je dois le faire, mais parce que je le veux. » Ils pleurèrent ensemble, serrés sur le canapé. C'était un nouveau départ. Non pas un effacement du passé, mais une reconstruction sur une base d'honnêteté. Ce serait difficile. Il y aurait des trébuchements. Mais pour la première fois depuis des jours, elle sentait l'espoir. Dans les semaines qui suivirent, ils tinrent leurs promesses. Ils racontèrent tout. Le désespoir qui les avait poussés à envisager une adoption illégale. L'intermédiaire qu'ils avaient rencontré. Le jour où ils étaient allés chercher un bébé à São Paulo. Comment, en la tenant pour la première fois, ils avaient su qu'ils feraient n'importe quoi pour la garder. Ils ont raconté les cauchemars qu'ils faisaient. La peur constante d'être découverts. Comment ils avaient failli avouer 1000 fois. Comment chaque mensonge pesait plus lourd que le précédent. Comment leur amour pour elle avait grandi si fort que la culpabilité semblait minime en comparaison, mais ne disparaissait jamais. Et elle a écouté. Elle a écouté, a assimilé, a pleuré et a pardonné petit à petit. Pas un pardon instantané et magique, mais celui qui découle d'une compréhension totale de l'humanité imparfaite des personnes que vous aimez. Elle a elle aussi commencé son propre cheminement.
une thérapie pour gérer la complexité de son identité, des recherches sur sa mère biologique qu'elle ne trouverait probablement jamais, mais elle devait essayer, des groupes de soutien pour personnes adoptées de manière irrégulière, où elle a rencontré d'autres personnes naviguant des vérités similaires. Et elle a découvert quelque chose de surprenant. Elle n'était pas moins en connaissant la vérité. Elle était plus complète, plus honnête avec elle-même, plus capable d'aimer authentiquement parce que son amour était désormais un choix conscient, et non une obligation de sang. Un jour, des mois plus tard, elle rangeait de vieilles photos quand elle a trouvé une lettre que sa mère avait écrite quand elle avait 1 an, mais n'avait jamais livrée. Elle disait « Ma chère fille, tu n'es pas venue de mon corps, mais tu es venue dans mon cœur. Et peut-être qu'un jour, quand tu seras adulte et que tu auras tes propres enfants, tu comprendras que l'amour n'a pas besoin de biologie. Il a seulement besoin d'un choix. Et je te choisis, chaque jour, pour le reste de ma vie. » Elle a lu la lettre en pleurant, comprenant enfin que ses parents avaient toujours connu cette vérité. Ils avaient juste attendu 20 ans pour la partager. La vérité avait été douloureuse. Elle avait détruit une version de sa famille, mais elle les avait aussi tous libérés. Libérés du mensonge, de la peur, du simulacre. Et à la place de ce qui avait été détruit, ils construisaient pour quelque chose de plus fort. Quelque chose basé sur un choix conscient et un amour authentique. Elle n'était pas leur fille biologique, mais elle était entièrement, totalement, irréversiblement leur fille. Non pas parce qu'un test ADN le disait, mais parce que 20 ans d'amour, de sacrifice et de présence avaient tissé leur vie ensemble d'une manière qu'aucun test ne pourrait mesurer. L'ADN pouvait dire d'où elle venait, mais il ne pouvait pas dire qui elle était. Cela, elle l'avait découvert seule, et elle était quelqu'un formé par l'amour, pas par la génétique. Si vous êtes aux prises avec des questions d'identité, sachez que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le chemin vers l'intégralité. Connaître d'où vous venez ne diminue pas qui vous êtes. Cela ajoute simplement de la profondeur à votre histoire. Et la famille n'est pas une question de sang partagé. C'est une question de vie partagée, de choix partagés, d'amour partagé. Son ADN a révélé qu'elle n'était pas la leur par le sang. Mais l'amour a prouvé qu'elle a toujours été et sera toujours leur fille. Entièrement, vraiment, par choix.